J'ai reçu agréablement l'invitation de la part de l'Association marocaine de biologie médicale, dont je tiens à remercier son président, professeur Loudreri, de m'avoir donné cette belle occasion d'être parmi vous. Il m'a proposé la préanalytique en hémostase en 2022. Donc la question qui m'a été posée, que dire du préanalytique en hémostase? Il y a beaucoup de messages à faire passer qui sont très pertinents pour répondre aux contraintes qui sont déjà connues, et il y a des choses nouvelles qui se sont arrivées, qui vont créer cette perspective dans la question. Donc pour débattre la question, la préanalyse en hémostase doit éviter deux phénomènes. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'activation plaquettaire. C'est ce qu'on appelle le choc mécanique ou le choc thermique. Donc l'activation plaquettaire va donner des aléas préanalytiques qu'il faut éviter. Vous savez bien que la plaquette, cette petite cellule anucléée du sang, est représentée d'un granulomère, d'un système canaliculaire et de membranaire. Mais lorsqu'on va examiner de très près cette plaquette, qu'on va l'écarter dans la coagulation, tout le monde va me dire, lorsque je vais faire la coagulation, je vais écarter les plaquettes par centrifugation. Mais lorsque je dois les écarter, je ne dois pas les activer. Et donc, je dois éviter toute activation. Pourquoi? Lorsque j'analyse la plaquette, les granules denses, il y a du calcium. Et actuellement, l'hypocalcémie, comme il a été bien dit par le professeur Anseri, que je tiens à remercier des messages passés, est une grande complication du choc hémorragique, qui a été écarté pour un bon moment. Donc, dans la plaquette, il y a du calcium, dans les granules denses. Dans la plaquette, il y a 30% du facteur 5, qui est le facteur plasmatique qu'on recherche dans le plasma. Mais si on active la plaquette, il y aura ce facteur 5 qui va passer dans le plasma et qui va compliquer, Donc, ce sont les aléas préanalytiques qui peuvent engendrer des analyses erronées. Je ne me limite que l'activation plaquettaire par le choc thermique. Vous savez bien que la plaquette craint le froid. Pourquoi le froid? Parce que le froid active la plaquette, tout le monde le sait. Si je mets la plaquette à 4 degrés Celsius, j'active la plaquette et donc je déclenche la relyse, la dégranulation. Et donc, toutes les particules qui existaient dans la plaquette sont dans le plasma et donc j'aurai une phase préanalytique défaillante. Il y a de l'autre côté, pour démarrer, à côté du choc thermique, il y a le choc mécanique. Et donc, ça commence par le mélange, l'homogénéisation du prélèvement, le transport et ainsi de suite. Tout ça va donner à la question un état d'actualité et des perspectives à résoudre. Pour finir, on doit terminer sur un mot d'espoir et je vais le laisser à la fin. Donc, c'est vrai que toujours on dit que l'erreur est une erreur du laboratoire, une erreur d'un paramètre, un temps de cuit qui est allongé, et s'il y a une erreur, l'erreur est imputée à laboratoire par la législation. Ce n'est pas moi qui le dis. Malgré que le prélèvement se fait au niveau du service, depuis le prélèvement jusqu'au rendu de résultat, c'est le laboratoire qui est responsable d'après la loi marocaine. Et donc, pour que le laboratoire dégage sa responsabilité, pour qu'il ne soit pas m'soul, il doit former, il doit informer et il doit formaliser. Pour formaliser, donc, il doit se mettre en dialogue avec le prestataire, avec le prescripteur.
Et donc, la responsabilité, on ne doit pas se cacher. C'est le laboratoire qui est responsable de la phase préanalytique depuis le prélèvement mal fait, s'il est mal fait, jusqu'au rendu résultat, s'il est mauvais. Donc, c'est la loi qui le dit. Et donc, pour se défendre, il faut faire vos devoirs. Et une fois que vous faites vos devoirs, vous avez à résoudre le problème peut-être, sinon, vous avez fait ce que vous devez faire. Et donc, cette responsabilité qui est légale, elle est régie par des lois, donc il n'y a pas de sanction malheureusement, mais il y a une confiance qui va se perdre dans ce laboratoire qui ne fait pas ses tâches correctement. Donc il doit assumer, avant de critiquer le préleveur, c'est lui qui est derrière le manque de professionnalisme d'un préleveur. Par la loi, c'est le biologiste qui se doit de former, de proposer aux dirigeants, que ce soit dans le domaine libéral ou dans le domaine, comment dirais-je, public, aux dirigeants, voilà comment ça doit se faire, le prélèvement sur un cahier de charges bien établi. Pour finir, on va passer inaperçu toutes les clauses de l'histoire d'un échantillon qui démarre par un prélèvement et qui va finir par un spécimen. Et moi, je vais prolonger de préanalyse jusqu'à l'étape de ce qu'on appelle actuellement la qualification préanalytique, HIL, ou détection du caillou s'il n'est pas vu à l'œil nu, par les automates. Donc il y a une étape de robotisation actuellement qui va peut-être résoudre pas mal de problèmes. Et donc voilà un schéma, je ne vais pas le détailler, c'est connu, qui fait l'histoire d'un acte en hémostase. Depuis la prescription, en passant par l'acte de prélèvement, l'échantillon, comment on va le prendre en charge, comment on va préparer le spécimen, jusqu'à l'analyse appropriée et pertinente, justifiée par un contexte clinique d'urgence s'il y a lieu, tout ça doit être formalisé et doit être vraiment fait dans les règles de l'art, qui ne proviennent pas du hasard. Il y a des référentiels qui sont faits par des normes, comment dirais-je, par des référentiels normatifs. Ça peut être fait par des référentiels réglementaires comme le GBEA, et même par des concertations de sociétés savantes. Donc le biologiste doit mettre à jour ces référentiels. Les protocoles en quelque sorte changent malheureusement en hémostase. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière des avancées technologiques qui ne se voient pas dans le préanalyse, mais qui se voient au chevet de l'analyse, mais qui font partie du préanalytique, à savoir la qualification, par exemple HIL, qui n'était pas possible. Je vais expliquer HIL pour les jeunes. Il y a actuellement des automates qui sont robotisés et qui peuvent vous qualifier préanalytiquement votre échantillon. Est-ce que votre échantillon peut être éligible à l'analyse ou non? Donc, ça vous donne même le droit de le bloquer à l'automate. Et donc, une préanalyse passe par plusieurs volets. Moi, je ne vais pas trop détailler pour respecter le temps qui m'est alloué. Donc, c'est très difficile de parler de tout dans un temps que je dois respecter. Et donc, une prescription pertinente doit répondre à un acte réglementaire selon des référentiels clinico-biologiques. Je dois répondre en quelque sorte au contexte d'hémostase. L'hémostase est féminine. Et lorsqu'on a fait le type de prélèvement, lorsqu'on a conçu le prélèvement, il a été conçu pour une femme. Vous allez apprendre pourquoi la femme. Parce que c'est la femme qui demande l'hémostase en priorité. C'est grâce à l'accouchement de tous les jours
grâce à l'hémorragie de délivrance qui peut causer des problèmes, qu'on a fait le tube de prélèvement. Je fais allusion ici à l'hématocrite du tube de prélèvement. Comment on a conçu le tube de prélèvement? Le remplissage du tube de prélèvement a été fait sur la base de la moyenne de l'hématocrite féminin, qui est de 42%. Vous savez bien mieux que moi que la femme, elle a un hématocrite entre 42, plus ou moins 5%, donc entre 37 et 47. C'est ça. Hein? C'est ça l'hématocrite. Donc lorsqu'on a fait les prélèvements, le tube de prélèvement, et on a dit qu'on doit faire un remplissage, il était conforme au prélèvement, à l'hématocrite féminin. Donc vous allez me dire, on a écarté le masculin, on a écarté l'enfant, donc tout ça c'est bon. Mais le référentiel, c'est les valeurs de référence faites chez une femme. Donc, lorsqu'il y a un problème qui va se faire chez une femme, en général, l'interprétation est facile. Lorsque ça va se faire sur un nouveau-né, sur un masculin, ça peut être compliqué parfois par le biais préanalytique cette fois-ci. Parce que c'est le prélèvement qui va prendre en charge des paramètres physiologiques qui sont considérés comme un lien préanalytique. Hein. Donc, pour la femme en général, on a tenu compte de toutes les perturbations physiologiques pour faire un standard d'un prélèvement. Et pour le reste, ça doit être traité comme des paramètres préanalytiques. Les conditions de prélèvement actuellement sont standardisées, hein, ça répond à plusieurs normes, et je vais finir par la qualification préanalytique, dire un mot pour terminer. Comment avancer, s'il vous plaît? C'est comme ça, oui. Donc, je ne vais pas trop détailler. Le prélèvement doit être fait par une personne habilitée. Donc, une personne qui est qualifiée, qui connaît bien l'acte qu'il va faire. Et le prélèvement en hémostase, il n'y a pas 1000 façons de le comprendre. C'est un prélèvement veineux. Parfois, on peut faire, dans des cas exceptionnels, artériel et même capillaire, mais la règle, c'est veineux, qui doit être fait par ponction franche et avec pose de garrot, peu serré pour moins de 1 minute. Tout ça, ça paraît facile. Pourquoi on a exigé tout ça? À votre avis, pourquoi le prélèvement doit être franc, avec pose de garrot peu serré? Et c'est pour éviter de contaminer le prélèvement par des choses qu'on va apporter nous comme réactifs. Je donne un exemple. Lorsqu'on prélève, est-ce qu'on prélève le vaisseau? Lorsqu'on fait le prélèvement sanguin, est-ce que le vaisseau fait partie de notre prélèvement? Mais si on fait un mauvais prélèvement, on risque de traumatiser la veine et on risque de contaminer le prélèvement par le facteur tissulaire qui fait partie de l'adventice. Je puisse faire la stase, l'hémoconstance, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il y a un gold standard, c'est pour éviter, pour minimiser la contamination de l'échantillon. Parce que nous, on va réduire le patient qui a le choc hémorragique, par exemple, à un prélèvement. Et donc, dans le prélèvement, il n'y a pas, on ne va pas traiter le vaisseau, on ne va pas traiter le calcium parce qu'on doit l'éliminer et on doit éliminer la plaquette avant qu'il soit activé. Et donc, on doit tout faire pour ne pas contaminer, par exemple, notre échantillon par des particules de vaisseau, le collagène, du endothélium. On doit éviter de le contaminer par le facteur tissulaire qui existe dans la paroi vasculaire. On doit éviter que la plaquette soit activée pour ne pas relarguer du calcium qui peut enrichir le von Willebrand et ainsi de suite. Tout ça existe dans les granules alpha et les granules denses. Et donc, le prélèvement lui-même doit répondre à une ponction franche. Et si le prélèvement est difficile, il doit être mentionné. Moi, en tant que biologiste, pour que je puisse réduire les erreurs, si mon clinicien me dit le prélèvement a été fait, il est difficile, et le patient il a perdu beaucoup de liquide, il est en choc,
Et donc, on a des difficultés. Je dois en tenir compte. Je dois réaliser le test, mais proposer une interprétation valide à ce contexte pour éviter, parce que lorsqu'on va dire prélèvement, par exemple, sur citrate, je dois connaître la concentration utilisée dans le tube. Il y en a dans le marché différentes concentrations, malheureusement. Le marché national, actuellement, il y a les 3,2% et les 3,8%. Moi, en tant que laboratoire, dans mon laboratoire, je travaille avec des réactifs préparés sur des concentrations de 3,2 et je reçois les 3,8%. Il y a 16% de risque d'erreur, rien que par une mauvaise communication entre le laboratoire et ceux qui ont acheté les tubes, par exemple. Donc, normalement, pour harmoniser les choses, pour ne pas se perdre, le laboratoire doit utiliser des réactifs conformes aux tubes. Et les tubes qu'on doit utiliser doivent être conformes aux réactifs utilisés. Parce qu'il y en a pas mal des interférences qui peuvent donner des mauvais résultats qui sont amputés sur le laboratoire rien que par la concentration de l'anticoagulant. Je ne dis rien. Donc, il y a des paramètres connus et je tiens à sensibiliser surtout les jeunes sur l'intérêt du groupe sanguin AB0 et l'hémostase. Vous savez bien que le groupe O n'a pas de gène ni A ni B. Donc il a sur le chromosome 9 un manque, un vide. Et ce vide, il est, comment dirais-je, il est remplacé par une exagération de la synthèse de l'ADAMS13, qui est un gène tandem qui se trouve dans le même chromosome 9. Et donc les patients O, ils ont génétiquement parlant, ils ont de l'ADAMS13 qui est en excès. Et l'ADAMS13, c'est l'éducateur du von Willebrand. Donc, et ça peut donner des aléas préanalytiques en quelque sorte. Ça veut dire, vous pouvez déclarer un patient Willebrand alors qu'il a un groupe sanguin O. Il n'est pas Willebrand. Donc, pour vous dire qu'il y a des choses que le biologiste doit maîtriser pour ne pas rendre un résultat qui est valide sur le plan analytique, parfois, ou qui peut ne pas être valide sur le plan analytique si vous ne respectez pas les conditions requises. Je passe rapidement. Donc, le renseignement clinique est indispensable. Lorsque je dois faire la préanalyse, le prélèvement doit être comment dirais-je, il ne doit pas être stressé. Le stress active la plaquette. L'adrénaline est un agoniste de la plaquette. Donc, tout le monde le sait. Il peut activer, et donc, si j'active la plaquette, j'aurai beaucoup de plaquettes au niveau du site de ponction, et donc, il peut être activé et relarguer ces ingrédients dans le spécimen. Il y a d'autres agents qui peuvent être perturbés, notamment le facteur 8, et donc le tabac et ainsi de suite, tout ça est connu. Le matériel, il y a un matériel dédié à l'enfant, comme des aiguilles de prélèvement pour l'enfant et d'autres pour l'adulte. Il faut faire le bon choix. Le prélèvement, toujours le faire sur un bras opposé à un bras perfusé pour ne pas tomber dans la contamination par les diluants qui peuvent perturber parfois les résultats de l'hémostase. Le bras donc utilisé ne doit pas en quelque sorte être déjà utilisé, mais s'il y a une urgence, ça doit se discuter. Donc en général, le matériel actuellement il est standardisé et il y a des gains dans les performances. Donc actuellement, il y a beaucoup de propositions d'aiguilles qui sont un peu chères, mais qui peuvent être utilisées chez les nouveau-nés, par exemple, où l'hémostase reste vraiment très délicate à réaliser. Donc il y a des solutions, surtout chez le nouveau-né. L'ordre de prélèvement, en général, l'hémostase doit être le premier tube
en général. Mais s'il peut ne pas être le premier tube, il ne peut être jamais fait après un tube EDTA. S'il vous plaît, lorsque vous faites un prélèvement d'hémostase, ne le faites pas après un autre tube avec un anticoagulant, surtout les DTA. Parce que les DTA est un complexant de calcium très insaturable. Et donc, s'il est contaminé, le prélèvement d'hémostase est contaminé par les DTA, vous aurez un échec de coagulation. Surtout, il y a des pratiques qui se font. L'héparine elle-même peut perturber le TCA, mais pas le temps de Quick. Pourquoi? Parce que le temps de Quick est anti-hépariné, mais en général, c'est les DTA qui posent beaucoup de problèmes. Et l'agitation doit être faite délicatement pour ne pas faire de mousse, surtout si vous travaillez en optique. Donc, ça, c'est la recommandation. Les tubes, normalement, doivent être utilisés avec respect de la date de péremption. En général, pour avoir un vide correct, pour ne pas activer la plaquette. Surtout, c'est la crainte, c'est l'activation de la plaquette. Si on active la plaquette, on perturbe les résultats de l'hémostase, parfois de 20%, 30%, de façon vraiment catastrophique parfois. L'anticoagulant qu'on utilise, il y a deux concentrations et le biologiste doit les connaître et il doit adapter le tube au réactif et ça c'est fondamental. Donc avant de réaliser un temps de Quick, il faut connaître votre plasma contrôle sur quoi il est fait. Est-ce qu'il est fait sur le 3,2% ou le 3,8%? Et ça donne beaucoup de problèmes. Et nous, on était victimes de ces problèmes, donc on partage avec vous notre anxiété. Donc il faut se concerter sur un choix réactif tube de prélèvement. Le rapport à respecter un volume d'anticoagulant et 9 volumes de sang se réserve d'un hématocrite autour de 42%. Donc il faut ajouter l'hématocrite de 42%. Mais dans la pratique, on peut tolérer des variations de 20% jusqu'à 55%. Mais ça, c'est facile à dire. Mais lorsqu'il y a une hémorragie évidente, le patient saigne et vous ne respectez pas, ça veut dire, moi, je dois, c'est-à-dire la règle, pour entamer une enquête étiologique, pour rechercher la cause étiologique de l'hémorragie. Lorsque le patient il a un hématocrite bas, ou un hématocrite élevé. Donc, il est perturbé, l'hématocrite. Il ne faut pas faire le prélèvement avant d'adapter l'anticoagulant. Moi, je ne vous conseille pas de corriger lorsque le prélèvement a été fait. Par exemple, quelqu'un qui a un hématocrite bas, et par la suite, vous ajoutez, après le prélèvement, vous ajoutez l'anticoagulant. C'est mauvais. Il faut adapter le volume de l'anticoagulant selon le tableau de voilà. Je vais vous mettre le tableau. Voilà le tableau. Ça veut dire quelqu'un qui a un hématocrite de 20%. Et si je lui fais un tube de 2 millilitres, le 2 millilitres, normalement, à l'état 2 millilitres, c'est 0,2. C'est 0,2. Le voilà. Donc l'anticoagulant, c'est 0,2. Donc l'hématocrite était ici, il est à 40%. Donc l'hématocrite de 40%, le volume de l'anticoagulant, c'est 0,2 pour un volume final de 2 millilitres. Si quelqu'un il a un hématocrite de 20%, pardon, il a un hématocrite de 20%, donc le volume de l'anticoagulant, il sera à peu près 0,28. Donc je ne dois pas ajouter les 80 microlitres après le prélèvement. Je dois faire un prélèvement avec un anticoagulant de 0,28 et je le donne au clinicien pour faire le prélèvement, pour que je n'active pas l'hémostase primaire. Et même la coagulation. Donc, il est défaillant. Donc, il ne faut faire le prélèvement que si vous avez ajusté avant le volume de l'anticoagulant dans le tube selon l'hématocrite du patient pour y expliquer l'hémorragie. Ça, c'est pour les patients qui ont un syndrome hémorragique. Quelqu'un qui n'a pas un syndrome hémorragique, en général,
la correction peut être discutable, pour ne pas dire on ne va pas la faire. Donc je reviens rapidement. S'il vous plaît. Ça... Donc le transport doit se faire à température donc, de 20 degrés plus ou moins 5 degrés. Donc le transport de tous les prélèvements d'hémostase, c'est autour de 20 degrés. La gestion du spécimen, c'est autour de 20 degrés. Donc l'hémostase se fait dans des températures, que ce soit le transport, que ce soit la centrifugation, tout, c'est 20 degrés Celsius, plus ou moins 5 degrés Celsius. Je dois éviter le choc thermique. Donc c'est ça. Et je dois éviter le choc mécanique, ça veut dire que j'utilise des centrifugeuses sans frein. Donc les centrifugeuses doivent avoir à désactiver le frein pour ne pas avoir le traumatisme. Donc veillez à surveiller vos centrifugeuses. Donc au niveau du laboratoire, il y a une étape qui va intéresser la qualification de votre échantillon. Tout d'abord, pour constater est-ce qu'il y a un caillot grossier, est-ce qu'il y a un bon remplissage ou non, et ainsi de suite. Mais il y a des choses que vous allez découvrir après centrifugation. Lorsque vous centrifugez, vous allez voir peut-être qu'il y a un hématocrite qui est bas, par exemple, ou un hématocrite élevé. Vous pouvez l'estimer sur le rapport grossier. Mais il y a le problème de l'hémolyse. Je vais dire un mot sur l'hémolyse. Il y a l'hémolyse qui est l'hémolyse artefactuelle et il y a l'hémolyse avérée. Ça veut dire qu'il y en a des patients qu'on reçoit qui ont déjà fait l'hémolyse en intravasculaire. Est-ce qu'on va les écarter? Surtout si on utilise une technique insensible au prélèvement hémolytique. Nous, par exemple, moi et professeur Rokesh, on a des équipements qui peuvent traiter les patients hémolytiques, lipémiques et même ectériques, parce qu'on dispose des automates capables de le faire. Ce qu'on doit éviter, c'est les prélèvements hémolysés artefactuels. Ça veut dire que l'hémolyse n'est pas in vivo. L'hémolyse a été faite in vitro. Vous allez me poser la question, pourquoi le prélèvement hémolytique, malgré qu'on peut le faire analytiquement, et si l'hémolyse est artefactuelle? Parce que si l'hémolyse est là, c'est qu'il y avait l'activation de l'hémostase. C'est l'ADP, l'ADP va activer la plaquette, et ainsi de suite, on va sortir plus loin. Donc, la centrifugation est bien codifiée. Actuellement, elle est robotisée. Il y a des robots qui peuvent être intégrés à votre station. Je vais faire vite. Donc, ce que vous devez faire, c'est une centrifugation thermostatée à 20 degrés Celsius plus ou moins 5, donc, et vous désactivez le frein. Pour préparer le plasma riche en plaquettes, lorsque vous étudiez la plaquette, l'agrégation plaquettaire notamment, il faut éviter le prélèvement et le transporter par le pneumatique. Si le pneumatique est utilisé pour l'agrégation plaquettaire, ça vous donne des aléas. Donc, pour l'agrégation plaquettaire, le prélèvement doit être acheminé manuellement, en position verticale. Et lorsqu'il est reçu, il doit être centrifugé dans une centrifugeuse à 20 degrés Celsius, sans frein et à 200 G. Voilà des corrélations si vous utilisez des centrifugeuses qui ne sont pas jugées par les gauges. Donc, vous n'avez que les tours, donc il y a des corrélations. Et pour la conservation, donc, vous traitez... La règle, c'est que la centrifugation de l'échantillon doit se faire une fois arrivé au laboratoire. Une fois vous faites l'examen, c'est bon. Sinon, vous faites les aliquots sur le champ et vous les mettez dans les congélateurs. Donc, il y a deux états critiques. La conservation, la congélation doit se faire le plus vite possible. Et lorsque vous sortez le prélèvement pour le décongeler, vous devez le mettre à 37 degrés automatiquement sur le champ pour ne pas laisser le temps aux aléas. Voilà
comment on peut travailler, donc je puisse partager avec vous cette grille. Je vais pas là. Donc c'est les conditions préanalytiques à respecter, comment les gérer de A à Z. Par la suite, si vous avez des anomalies, comment vous devez libeller votre refus de faire l'examen, mais il faut rester toujours à l'écoute du praticien, surtout pour les cas urgents. Parfois, on peut tolérer quelques insuffisances, quelques non-conformités en quelque sorte, et on les traite sous réserve. Et donc, voilà ce qu'on a, comment on peut exprimer notre refus, mais de façon justifiée et pertinente. Il me reste une dernière. Comment contrôler la qualité d'un échantillon si on ne le fait pas? Nous, on ne fait pas le prélèvement, et on est responsable du prélèvement. La solution que je vous propose, c'est de robotiser toute la chaîne. C'est difficile, donc il y a des chaînes actuellement robotisées depuis le prélèvement jusqu'au l'automate. Et tout est tracé, tout le monde sera responsable de la partie qui ne le fait pas. Et donc, en quelque sorte, actuellement, tout est bien fait. Je vous remercie pour vous dire que même si l'erreur est imputée au laboratoire, le laboratoire doit discuter, doit admettre les critiques, parce que c'est lui qui est responsable de la validation de la phase préanalytique. Je vous remercie.